Rokia Bamba est DJ, créatrice sonore, animatrice radio, créatrice de podcasts, comédienne, révélatrice de talent et j'en passe. 24 heures dans une journée ne lui suffisent jamais pour réaliser toutes ses idées, répondre aux multiples sollicitations et passer du temps avec ses enfants. Investie dans de nombreuses causes auprès des femmes et de la communauté afrodescendante, elle est définie comme un rayon de soleil qui ne refuse jamais une petite douceur. Rokia Bamba est l'invitée d'À travers le miroir cette semaine. Bonjour Rokia Bamba. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission À travers le miroir. Merci. Pendant une demi-heure, on va donc apprendre à vous découvrir, à voir comment vous êtes devenue la femme que vous êtes aujourd'hui. Et puis, vous le savez, petite particularité de cette émission, on ne se regarde donc qu'à travers ce miroir. Et avant qu'on commence l'entretien, moi j'ai d'abord envie de vous demander comment vous vous sentez dans ce fauteuil. Bien. Très très bien. Il est très confortable. Et de vous regarder dans ce miroir Waouh. Je me dis, ouh, quelle belle femme. Ouais. Ouais. Je dis pas mal, pas mal. Bah voilà, on n'a pas nécessairement l'habitude de se regarder dans un miroir. C'est assez particulier. J'ai l'habitude de le fuir en fait. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est peut-être le regard que je me pose sur moi, le moment où je le découvre et puis je me dis oh mon âme d'enfant est encore là, mais voilà, l'âge se faisant, je me dis j'ai beaucoup de cheveux blancs et puis en même temps je me regarde et puis je me dis oh, ok, tout va bien, c'est parfait. Tout est en place. Et vous assumez pas les années qui passent? Parce que vous pourriez vous teindre les cheveux, par exemple, mettre des perruques, faire plein de choses. Non, j'assume en fait. Ouais, non, je suis confortable dans mon... mais c'est plutôt le regard, j'ai l'impression de me voir de l'intérieur. Et j'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Peut-être à un autre moment du parcours, du cheminement de ma vie. Mais pour l'instant, voilà, c'est juste un objet d'utilité, je dirais, vestimentaire ou pour savoir que les choses sont bien ordonnées. Mais voilà, c'est difficile d'être confronté à son propre regard, en fait. Encore pour moi. Vous vous jugez encore? Ouais. Ouais, je suis pas clémente avec moi-même. Il faut un peu de bienveillance avec soi-même, ouais, non? j'apprends. J'apprends. Pourtant, le look, c'est important chez vous. Ouais. Vous êtes toujours avec des lunettes plutôt extravagantes, toujours différentes. D'ailleurs, il y en a quelques-unes là, Oui, il y a j'ai pas vu. mal de bijoux. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous parler? Ou c'est pas assez? Mais non, pour moi, c'est bon. Je suis pas... l'objet fait partie... Enfin, ça peut être les lunettes, ça peut être des boucles d'oreilles. J'ai déjà des tatouages sur moi. J'essaie de ne pas être trop bling-bling. Voilà. C'est pas... mais juste le petit détail, un foulard... une belle paire de lunettes, parce que sans ça, de toute manière, je ne vois rien. Donc, autant mieux justement que ça fasse partie de ma tenue. Mes bagues, voilà, mes bracelets qui me font vraiment penser à mon cadre de référence, puisque ça vient de ma grand-mère, celui-là vient de ma mère. Enfin voilà, c'est des bijoux qui me font sentir moi, en fait. Et donc, du coup, voilà. Moins je suis dans l'artifice, mieux je me porte, en fait. Et c'est la même chose sur scène quand vous mixez et dans la vraie vie ou pas? Oui, je pense que j'ai une certaine humilité par rapport à ce que je fais, en fait, tout simplement. Et par rapport aux gens, par rapport au métier... parce que évidemment je suis multitâche, mais ce que j'aime particulièrement, c'est le contact avec les gens, en fait. C'est
c'est ce rapport qu'on a sur une scène. Pas de, qui pour moi n'est pas, ne montre pas qu'on est au-dessus des gens qui sont en face de nous, mais qu'on se met au même niveau sonore, en fait. Et qu'on leur apporte quelque chose qui les fasse vibrer, qui les fasse oublier les soucis dans lesquels elles sont, et s'enjailler et profiter de l'instant présent. Ouais, il y a des gens qui disent que j'ai une sorte de mojo, que quand je suis sur scène, ben, les gens ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas partir, et ils sont envoûtés, et ils font la fête avec moi. Parce que je suis assez particulière, je danse aussi dans mes DJ sets. Donc j'invite la communauté à... En fait, on a beau être 100, 200, 300 personnes, 400 personnes, on forme une unité, un mouvement d'unité. Ce qui est ce côté rassembleur donc, de la musique. Vous avez parlé de vos bracelets, de vos racines, du coup. Je vais vous montrer une photo que vous devez certainement connaître. Oh Vous l'avez postée vous-même. Oui, je l'ai postée. Ah, je ne m'attendais pas à celle-là. Elle est trop belle. Vous pouvez nous expliquer qui est sur la photo? Alors, c'est ma fille. Je peux la prendre? Oui, bien sûr. J'ai envie de la toucher. C'est ma fille, Léa. Léa, Sarah, Fatoumata, Hélène. Elle porte tous les noms, les prénoms de ses grands-mères et ses arrière-grands-mères pour lui donner de la force. Et voilà, c'est mon petit rayon de soleil, c'est ma dernière. C'est une personne vraie. Bon, évidemment, je ne peux pas être objective parce que c'est ma fille. Elle est unique. Elle est joyeuse, elle embrasse la vie. Elle vous ressemble? Oui, parce qu'elle est têtue. Elle ne se laisse pas faire. Et elle a voilà, elle porte, je pense, un héritage que les femmes de la famille perpétuent, c'est se battre contre l'injustice. Et c'est une digne héritière de la lignée des matriarcales, en tout cas. Je suis fière. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 20 ans. Et c'est votre grand-mère et votre mère qui vous ont transmis aussi à vous ces valeurs? Oui, tout à fait. Quel rôle elles avaient dans votre enfance? Oh là là, ma mère a été, enfin voilà, c'est une femme incroyable, une femme forte qui nous a élevés, mon frère et moi, seuls quand elle a perdu son mari, donc mon père. Je devais avoir 14 ans quand il est mort. Et c'est une force de caractère, c'est une femme juste qui nous a inculqué de bonnes valeurs, des valeurs nobles, des valeurs justes. Et tous les jours, vraiment, je la remercie de nous avoir épaulés, de nous avoir portés, de nous avoir poussés au-delà de nos limites, de nous avoir... ouais, je suis émue. Je suis émue parce que en période de Covid, j'ai failli la perdre. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, c'est la personne que j'estime le plus dans mon univers familial, parce qu'il est multiple, hein, il est élargi. Mais c'est celle qui m'a permis de m'ancrer et de devenir le magnifique baobab que je suis actuellement, avec l'aide de ma grand-mère qui... je porte son prénom. Donc c'est pour ça que justement j'avais envie de perpétuer cette tradition que de nommer
la première fille du nom de ses grands-mères. Et donc, je l'ai appelée Fatoumata, comme ma mère. Donc voilà, pour moi, ma société, en tout cas familiale, est vraiment matriarcale, à 100%. Alors, la musique, pourtant, c'est votre père un peu quand même qui vous a initié. Ah, mon père. L'homme de ma vie. Mon père. Mon père était incroyable. Un mélomane. Il avait une collection de vinyles incroyable. Et tous les dimanches, il nous faisait écouter un vinyle. Et voilà, et c'était à l'époque assez fatigant parce que on ne pouvait plus être devant la télé, on devait éteindre la télé et écouter le vinyle. Alors il y avait la face A et puis après il y avait la face B. Et vous n'aimiez pas ce qui vous passait? Il ne vous passait pas Henri Dess quand même. Il nous passait pas Henri Dess, il nous passait plutôt Celia Cruz, le Fania All Star. Donc toute la période new-yorkaise, latine. Donc moi j'ai grandi avec de la musique cubaine, mais il était quand même très éclectique avec du reggae. Il nous passait du reggae, du Gainsbourg, du Barbara. Karen Cheryl. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom. Ouais. Moi, j'étais fan de Dalida, évidemment. Voilà, il nous a brassés. Je pense qu'il nous a forgé notre oreille. Sans le savoir, je pense que c'est resté dans nos veines. Et qu'à un moment, ça s'est révélé utile. Et c'est ce vers quoi je suis allée sans me poser 36 000 questions. Ça a été instinct, c'est de l'ordre de l'instinct. Et pour moi, c'était même de l'ordre de l'évidence, en fait. Ce qui était évident, c'était de travailler dans la musique. C'était déjà de vous dire, je vais devenir DJ. Je sais que vous aimez bien ce terme-là. Oui. DJ, oui. Mais c'est arrivé un peu plus sur le tard. Mais cette passion pour la musique, en tout cas, quand j'ai commencé à travailler à la radio, Radio Campus, faisait partie de sélectionner des vinyles, des chansons pour alimenter l'émission. Les émissions, voilà, pour moi, ça semblait logique. Donc, ça coulait de source. Ça n'a jamais été un frein. Au contraire, la musique a toujours été quelque chose de libérateur dans tout ce que j'ai pu entreprendre, dans tous les métiers que j'ai pu faire, que ce soit de la radio, de l'animation, prof de FLE, chanter en cours, français, langue étrangère, chanter en cours. Qu'est-ce qu'on n'a pas chanté, mon Dieu. Et on a même fait de la radio avec mes élèves. Donc voilà, tout est musique en fait. J'ai l'impression que la musique rassemble, est vraiment un élément rassembleur. C'est un médium incroyable. La radio aussi, que j'aime beaucoup. Et oui, c'est magique en fait. Si je vous dis une journée sans musique, c'est... Continuez la phrase. C'est pénible. Pénible. Et je joue. J'acte. C'est pénible. Non, c'est impossible. Impossible pour moi. La musique fait partie de ma vie. Je me lève avec la musique. Je vis, je me nourris de la musique. Mes enfants et moi, on partage énormément de choses dans la musique. On ne parle que de ça du matin jusqu'au soir. Tout est musique pour moi. La soufflerie qu'on entend, c'est de la musique. Les bruits blancs, j'adore. Je suis passionnée de bruit. Ça vous parle? J'adore. C'est vrai? Ah ouais. Alors quel bruit vous relaxe? Allez-y, dites-nous tout. Le bruit de l'aspirateur. Donc la soufflerie qu'on entend. La soufflerie, là, ça vous plaît, ça me... Là, moi, je suis très bien parce que c'est un bruit,
C'est le bruit qui me met en sécurité. Je dors vraiment avec des bruits avant de plonger dans les bras de Morphée, quoi. C'était quand la première fois où vous avez mixé? Parce que vous avez d'abord vous avez d'abord été sur Radio Campus, donc dans les années 90, Ouais. d'abord animatrice de radio, puis vous vous êtes mis, déjà là, hein, vous mixiez en radio. Ouais. C'était quand les premiers pas sur scène? Oula. Vous vous souvenez? Alors, dans les soirées Radio Campus déjà. Ouais. Et puis pour Massimadi, le festival LGBT des films noirs pour la diaspora. Ça a été vraiment, je pense, l'élément déclencheur. Voilà. Ils m'ont invité, ils m'ont dit ce serait bien que tu viennes mixer pour la soirée de clôture du festival. J'ai dit oui. Et puis voilà, ça a commencé. Et vous vous êtes trouvé une deuxième famille? Et je me suis dit, mais c'est même pas une deuxième famille, c'est ma famille. C'est vraiment ma famille. Massimadi est arrivé au bon moment dans ma vie. Ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de réfléchir à ma condition de femme, à ma condition de femme noire dans la musique, dans ma condition dans la société, au fait d'être mère, au fait... ça a répondu à plein de questionnements qui se sont révélés au moment le plus difficile de ma vie. Et ils m'ont accompagnée, c'est une famille énorme. Hein. Ils m'ont offert énormément d'opportunités. J'ai tellement joué à la Rainbow House, dans des soirées incroyables. Et ils m'ont accueillie vraiment. Je suis très émue en parlant. Ils m'ont accueillie telle que je suis. Ils ne m'ont pas jugée. Ils ne m'ont pas... Vous vous sentiez jugée avant? Oui, parce que le métier du DJing est vraiment un métier très sexiste, très... voilà, on rentre dans les clichés, dans des clichés qui peuvent faire très, 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 très mal, où il faut sans cesse essayer de prouver. Et moi, je n'avais pas envie de prouver qui j'étais. J'avais simplement envie d'être écoutée et de pouvoir faire écouter des choses. Mais il y a toujours une échelle de valeur qui n'est pas la mienne. Et aussi une assignation que je ne revendique pas, mais qu'on m'assigne. Et donc, il faut toujours sans cesse essayer de remettre les curseurs au bon niveau, mais pour l'autre, pas pour soi-même. Mais juste pour l'autre, pour dire, écoute, on va essayer de bien s'entendre, on va mixer pendant 4 heures, on va faire un back-to-back, t'es un mec, je suis une femme, voyons nos sensibilités et essayons de faire les choses bien. Et qu'on voit l'artiste plutôt que le genre qui vous est assigné, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est les combats de coq et moi je rentre pas dedans. Je suis une poule. Il paraît d'ailleurs que vous n'aimez pas les conflits. Non, je déteste ça. Et que du coup aussi vous ne savez pas dire non. Parce que je crois que dans votre téléphone il y a une petite chose qui s'appelle un agenda. Ouais. Et qui est bourré massacre. Ah ouais. Exactement. C'est quoi? C'est la peur de... Vous n'avez pas envie de décevoir? Vous avez besoin... Vous vous dites, je ne peux pas passer à côté de quelque chose? C'est un peu FOMO? C'est quoi? Non, je suis workaholic, c'est tout. Ah, c'est bien, vous l'avouez alors. Ouais. Et vous êtes addict au sucre aussi? Je vois. J'avais le droit un petit peu. Je regarde et tout. L'assiette, elle disait, voilà, ça va faire du bruit. On m'a dit que vous aviez un côté aussi un peu enfantin et enfant. Ouais. Alors bon, les bonbons, ça peut en faire partie, effectivement, mais on m'a parlé surtout de votre côté où vous avez besoin de vous émerveiller. Vous vous émerveillez. Ouais. Qu'est-ce qui vous émerveille? Tout ce qui est
tout ce qui sort de l'habitus. Pour moi, c'est un modus vivendi. Ça me permet d'aller... ça me permet de faire, tout simplement, et d'être. Donc, c'est en même temps être dans le savoir-être et dans le savoir-faire et de mixer le tout pour pouvoir avancer et ne pas reculer. Les conflits, pour moi, ça m'enferme. C'est quelque chose qui me... Voilà, j'ai envie de vite en sortir. Je demande conseil, je dis, bon, voilà, on règle. J'aime bien voir les gens pour régler ces conflits-là. Je ne le fais pas à travers les réseaux sociaux, je le fais pas parce que je préfère voir la personne et lui dire, écoute, tu m'as blessée, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, voyons comment on peut faire. Si on peut faire, tant mieux, ensemble. Mais si on ne peut pas faire, ben, c'est pas grave, en fait. Mais le conflit me renvoie vraiment à une zone dans laquelle j'ai pas envie de m'attarder. Parce que j'en ai beaucoup souffert. Et pour moi, la solution, c'est vraiment d'apporter une certaine légèreté à la vie et de s'entourer de personnes positives, en fait. Et d'en faire vraiment une sorte de valeur de vie, de comportement en société, de comportement dans la famille, de positiver le plus possible les choses et de ne pas rentrer dans une noirceur qui peuvent nous plonger ou moi me replonger en mode dépression. Ce que j'ai évité, voilà, j'ai eu du mal à en sortir. Vous avez fait un burn-out? J'ai fait 2 burn-out quand même assez conséquents. J'ai rencontré Lisette Lombé qui sortait son livre sur le burn-out. Et là, ça a été révélateur. C'est comprendre le schéma qui nous renvoie justement dans cet enfermement et comprendre en profondeur qui on est, se redonner de l'estime de soi et pouvoir dépasser ces zones de conflit et s'accepter. Mais il faut, un tant soit peu, prendre le temps de se sonder de l'intérieur et de savoir qui on est. Et donc, oui, effectivement, je n'aime pas les conflits. Au moins, j'ai pris le temps de travailler dessus. Oui, je n'arrive pas à dire non parce que j'ai pas envie de blesser. Heureusement que j'ai une manageuse qui s'occupe de pouvoir dire non à ma place. Oui, parce que j'ai pas envie, j'ai du mal. Je pense que j'ai trop d'empathie. Je suis méga empathique et je pourrais, voilà, dans la rue, si on me demande quelque chose, je pourrais tout donner en fait. Donc voilà, on fait attention. Je pourrais donner ma veste, t'as froid. Je suis comme ça, je suis hyper empathique. Mais le burn-out m'a fait comprendre qu'est-ce qu'était le workaholisme, le fait d'aimer travailler et surtout à faire attention à soi, qu'on pouvait l'être, et tout en faisant attention à soi. Et là, je commence à prendre conscience du care, du self-care. Oui, donc vraiment prendre soin de vous. Ouais. Il y a une scène qui a été importante, c'est celle de Beaux-Arts en 2019 pour l'Afropolitane. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette scène, ces images? C'est très... je pense que ça a mis en place, ça a remis en place des choses.
Et ça m'a fait mesurer aussi la chance que j'avais de pouvoir jouer dans des grandes salles. Ça m'a permis de créer un groupe qui s'appelle ACAR et de pouvoir travailler sur les archives, avec les archives coloniales. Ce que je faisais déjà avec mon collectif Trouble Archives. On a participé à la Biennale de Dakar, on a été les seuls sélectionnés, donc les seuls artistes belges sélectionnés à la Biennale de Dakar. Enfin voilà, c'est rentrer dans un domaine prestigieux avec nos petits pieds et faire entendre des voix qu'on a peu entendues, des voix qu'on n'entend absolument pas, des voix qui sont mises sous le tapis ou enfermées et qui prennent de la poussière. Et c'est pouvoir faire émerger ces voix et qu'on puisse les entendre, les retravailler, des fois pas. Et là, cet extrait qu'on entend, c'est j'ai fait participer ma mère au montage, puisque je suis créatrice sonore, donc au montage que j'ai mis en ondes, et avec ma mère et mes enfants qui disent une bénédiction. Parce que je travaille beaucoup avec des objets qui font partie du passé. On ne sait pas quelle est l'histoire de l'objet, des objets quand je rentre dans un musée. Et j'ai besoin je me suis dit, il faut absolument que j'aie cette bénédiction qui me permet de me protéger et d'être connectée aux objets quand je rentre dans les musées. Parce que pour nous, les objets sont vivants. Et on ne sait pas si elles ont une bonne âme, si elles ont été utilisées dans des rituels bons ou mauvais. Donc à partir de là, si on commence à tourner autour, il peut y avoir une émanation un peu c'est de l'ordre du mystique, mais on y croit. Nous, on est dedans. Et donc, du coup, voilà, on fait attention à ça. Mais Beaux-Arts, pour moi, ça a été une libération et une prise de conscience de l'opportunité et du privilège que j'avais de pouvoir faire entendre ces voix. De pouvoir parler. Vous vous sentez légitime aujourd'hui? Absolument. Absolument. J'ai ma place là où il faut. C'est pas, ce questionnement-là n'est plus en fait. Il est là au début parce qu'on, voilà, on se demande si on est à la bonne place, dans le bon siège. Parce qu'on joue dans des lieux prestigieux, parce qu'on voyage, on va à Dakar, on va à Cologne, on participe à des grandes expos, on est dans des curations chez Pernod Ricard, chez Hermès. Voilà, ça m'a ouvert des portes auxquelles je n'aurais absolument jamais pensé. Et ça continue. Et jouer aussi dans des lieux comme le Beurs, l'Abbé, le Bota, le KVS actuellement, traverser la Flandre, aller de l'autre côté, travailler du côté néerlandophone. Pour moi, c'est à Gand, c'est m'ouvrir des portes c'est ouvrir des portes du possible. Et donc la légitimité est là puisqu'on fait appel à moi parce que j'ai des qualités que je ne voyais pas au début. Des fois, je me pose effectivement des questions en me disant « Mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus me chercher? Qu'est-ce qu'ils voient que je ne vois pas? Qu'est-ce que je suis ?» Mais voilà, ça se gomme très vite. Et au moment de faire, je comprends. Je comprends que sur scène, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un déclic. Je suis là, ma présence est là. Donc oui, je suis légitime dans ce milieu-là. Ouais.
Eh bien, on va terminer avec cette belle phrase. Donc, je suis légitime dans ce milieu. Merci, Rokia Bamba, d'avoir participé à Travers le miroir. Merci.